Merci. Alors, bonjour à tous. Merci au collège de m'avoir invité. Merci à Nicolas. Donc, je suis doctorant en intelligence artificielle à l'INRIA de Nice, en collaboration CIFRE avec Audition Conseil. Donc, c'est plus ou moins mon conflit d'intérêts que je présente ici. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu des systèmes d'aide à des décisions médicaux qui vont être utiles pour notre pratique finalement clinique, avec l'apport de l'IA et du big data évidemment euh, autour. Donc aujourd'hui, l'IA, hein, c'est un outil qui est indispensable à notre pratique. Je pense que c'est important de l'accepter déjà, hein, c'est sûr. On peut pas le réfuter, on peut pas dire je veux pas utiliser l'IA, c'est pas possible. Donc vaut mieux le maîtriser, apprendre à le connaître pour l'intégrer à notre pratique. Et parce que je suis aussi audioprothésiste, je vous le dis, comme ça, ça vous éclaire sur les faits. Et donc voilà, parce que les Américains, ils ont beaucoup d'avance, ils ont 20 ans d'avance sur le big data, etc. sur nous. Les Chinois ont beaucoup d'avance, donc ils capitalisent beaucoup dessus. Ils ont beaucoup de gains de productivité associés, évidemment. Hein. Et nous, en France, on a beaucoup de talent en IA et des super projets. Donc c'est important d'y aller maintenant et de pas perdre de temps, à mon sens. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu des différentes approches de l'IA. Du big data, l'IA en santé globale avec un petit zoom sur l'audiologie computationnelle. Donc computationnelle, tout ce qui concerne l'informatique et un exemple de système d'aide à la décision clinique classique. Voilà. Alors il n'y a pas de consensus sur les approches de l'IA, donc on fonctionne plutôt par mots-clés. Donc je vous ai sélectionné quelques mots-clés intéressants, connaissance données, l'apprentissage automatique. À l'intérieur, moi j'inclus le deep learning, le traitement du langage naturel, les traitements des signaux donc de vision et sonore dans les appareils notamment, la robotique avec les voitures autonomes, etc. Et j'en passe. Alors globalement, le big data, qu'est-ce que c'est ? C'est défini par les 3 V. Bon, après, il y en a qui disent les 5 V, les 7 V, etc. Mais bon, moi, je trouve ça assez clair. Quand on parle de volume, hein, c'est la quantité de données, évidemment. De vélocité, c'est vraiment la rapidité avec laquelle les données sont exploitées. Donc, par exemple, l'orientation des patients selon les lits d'hôpitaux hospitaliers disponibles pendant le Covid, voilà, avec une rapidité d'information. Ça définit le big data et une variété évidemment avec des données qui sont textuelles, tabulaires, des vidéos, etc. Et tout ça, c'est exploité, même régi par ces règles de puissance de calcul, de capacité de stockage qui sont les plus importants. Donc là, ChatGPT récemment, en 2020, ils ont fait un gros boom. Hein, je vous apprends pas. Parce qu'ils avaient une grosse puissance de calcul, des grosses capacités à traiter les demandes. Et donc ça, c'est ce qui régit globalement. Puis après, du raisonnement, de normalisation, donc c'est important que les données soient propres. Donc nous, on va probablement acquérir beaucoup de données. 30% des données sont de santé dans le monde. Donc il faut que tout ça, ça soit propre, nickel, pour que ça puisse être exploité par la recherche et dans notre pratique quotidienne, par les systèmes d'aide à la décision globalement. Et puis une bonne classification. Alors je vais vous parler un petit peu de machine learning supervisé très brièvement parce que celui-ci, je trouve qu'il est intéressant à comprendre, c'est un des plus utilisés. Comment on différencie un chat d'un chien ? Enfin, un chien d'un chat plutôt. Nous, on va dire, le chien, il aboie, le chat, il miaule, il y en a un qui remue la queue, etc. Bon, c'est comme ça qu'on va les différencier, on est d'accord. Donc, la machine, elle a besoin de la même chose. Donc, ça, c'est un dataset. Ah non, mince, hop, ça doit être ça. Voilà. Un dataset classique. Donc, par exemple, on a plusieurs chiens, chien, chat, etc. Donc, chien 1, chat 1, chien 2, avec des caractéristiques, voilà. Et puis, la machine, en machine learning supervisé, va apprendre en fonction de ces données, voilà, à prédire que c'est un chien au lieu d'un chat en fonction de caractéristiques. Voilà. Donc, je voulais vous parler un petit peu du NLP. Donc, le NLP, c'est Natural Language Processing. C'est ce qui est utilisé dans les chatbots notamment. Donc, les LLM, c'est ChatGPT globalement. En fait, la NLP, c'est utilisé pour qu'on puisse converser avec le chatbot. Il utilise donc le langage écrit oral. Et donc, globalement, il y a une question, par exemple, quel appareil peut voler et a un moteur ? Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Tout à l'heure, on en a parlé, le chatbot, il va tokeniser la phrase, il va créer des jetons. Hein. Donc, quel appareil peut voler ? Voilà, il va les séparer. Il va
Ensuite, virer les mots qui dit insignifiants pour garder que des mots intéressants, signifiants pour lui. Donc, il va garder appareil, volet, moteur, d'accord? Tout ça, bon, il va faire donc, la machine a été entraînée, en fait, pour reconnaître des bibliothèques de réponses prédéfinies à partir de ces mots-là. Hop, donc là, on a une bibliothèque de réponses qui est ciel, L, moteur. Ce mot-là, c'est transformé en vecteurs qui sont moyennés. Et ensuite de ça, ils sont mis dans l'axe 3D. Et l'angle cosinus le plus proche, c'est drone, on voit par rapport à ma question. Donc la réponse à cette question, c'est drone. Si j'avais précisé un petit peu ma demande, si j'avais mis quel appareil peut voler et un moteur et explose, il m'aurait probablement dit roquette. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est très important quand on utilise les chatbots d'être très précis dans la demande pour avoir une réponse claire, parce que voilà, aujourd'hui les chatbots sont pas encore très bons pour détecter les erreurs. Et en plus de ça, ils sont pas forcément, on parle de boîte noire, ils sont pas forcément extrêmement explicables. Donc, pour pas qu'ils se trompent, hein, on est précis dans la question, globalement. Bon, voilà, donc là, c'est lié en santé, globalement, c'est la façon dont on acquiert les différentes données, hein, données mobiles, les images médicales, etc., les questionnaires. En audiologie, hein, globalement, on a des données démographiques, données d'examen, données de laboratoire, on a moins, mais ça peut être intéressant à exploiter, et données de questionnaires, anamnèse, THI, COSI. Pour les données d'examen, bon voilà, je vous cite pas tous les examens en audiologie. Et donc ça, c'est l'audiologie computationnelle qui va donc répondre à ces grands axes: la prévention, le diagnostic, le traitement, le suivi. Dans le traitement, il y a la thérapie aussi, hein, bien sûr, et l'optimisation du travail en général, et donc associé à ça, donc administrative, et associé à ça, la réduction des coûts pour nous. Donc, je vous ai fait une petite vidéo parce que je pouvais pas lancer de code ici, d'un petit assistant de consultation que j'ai codé, qui paye pas de mine, mais juste pour vous montrer un petit peu. En gros, vous parlez avec votre patient, ça enregistre et ça vous fait un petit compte rendu. Alors, attendez, un petit compte rendu. Je sais pas si le son va marcher. Donc, il y a 2 ans, j'ai eu une perte d'audition. Associé à ça, j'ai eu des acouphènes et quelques épisodes de vertige et de nausées. Donc là, on lance l'algorithme. Je sais pas si vous avez entendu grand-chose. J'ai simulé, hein, c'est ma voix. J'ai simulé une conversation potentielle avec un patient, donc pré-processing. Voilà, donc ça s'entraîne sur ça. Moi, je lui avais demandé, fais-moi un compte rendu en préalable. Dis-moi les motifs, les causes, les symptômes. Bon, là, mon ordinateur n'a pas une puissance de calcul extrême aujourd'hui, donc vous voyez, ça prend un peu de temps, mais globalement, voilà, il me fait mon résumé. Donc, on voit là, il y a 2 ans. C'est ce que j'ai dit, hein, globalement, qui répète. Et il me dit, par contre, aussi ce qui est intéressant, il me dit ce que j'ai oublié. Alors, ça va un peu vite. Je sais pas si j'ai le temps. Ouais, j'ai le temps quand même. Donc, il y a 2 ans, j'ai eu une perte d'audition. Associé à ça, j'ai eu des acouphènes et quelques épisodes de vertige et de nausées. Mince, bon, j'ai pas trop accès à ça. Bon, quoi qu'il en soit, dans la consultation, justement, enfin, dans le résumé de consultation, je lui demandais, par exemple, de me dire ce que j'ai oublié. J'ai oublié de lui demander les antécédents familiaux, j'ai oublié, de lui demander si il avait des acouphènes ou que sais-je, voilà. Donc, il me le rappelle, et c'est tous ces systèmes d'aide à la décision qui vont nous être utiles, mais ça peut être les standardistes au téléphone, bon, tout ça, on le découvre, les chatbots, etc. Et ce qui va se faire demain, a priori, ça va être vraiment ça va être des agents, en fait, qui vont être préprogrammés pour que on puisse faire 100% d'administratif, qui puisse réserver un voyage ou des choses comme ça, sans qu'on répète à chaque fois à l'IA ce qu'on veut. Mais voilà, globalement, ce que demain devrait être fait en plus de ce qui existe déjà. Voilà. Je vous remercie, j'ai fini un peu plus tôt que prévu. Question. Ouais. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors moi j'ai peut-être une petite question sur le type de données, parce que dès qu'on parle de données de santé, on parle forcément de problème d'anonymisation de ces données-là. C'est une problématique qui se pose indépendamment de son analyse avec l'IA. Mais est-ce que ça introduit d'autres garde-fous ou d'autres réflexions dans la profession sur la manière de manipuler tous ces volumes de données autrement que par le stockage comme on pouvait le faire avant?
Si je comprends bien la question, il y a une notion de RGPD, c'est ça, par rapport à la protection, ce garde-fou-là. C'est sûr que c'est hyper important. La question, à mon sens, qui se pose aujourd'hui, c'est il faut qu'on trouve un consensus sur les données, sur l'acquisition de ces données de santé, parce que on voit bien que l'IA apporte, que ce soit dans la recherche pharmaceutique ou autre. Et la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on autorise à être exploité pour ce résultat-là, et qu'est-ce qu'on n'autorise pas finalement. Donc c'est vrai que je me sens pas forcément légitime à répondre. C'est vraiment des consensus d'experts qui doivent être mis en place, à mon sens, qui sont mis en place quand même. Il y a des actions qui sont faites. Mais bon, moi personnellement, si on me dit donne tes données et tu auras le médicament pour guérir ta pathologie dans 50 ans, je les donne. Mais après, c'est mon avis. Voilà. Merci beaucoup. Merci.